Vous avez combien de clients au total? On est, alors sur Chronos, on doit être à 600, quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé du coup, on va dire, pour sortir un peu de la zone de confort? Dire bon, écoutez les gars, soit on s'adapte, soit dans 10 ans on est mort. Avec l'approche microservice, on arrive à faire durer le logiciel de 30 ans, un petit peu comme le central atomique finalement, à les faire aller plus loin. Peut-être qu'on arrivera jusqu'à 50 ans, j'en sais rien. Si tu auras un conseil, peut-être à un CTO qui t'écoute et qui est dans exactement ce moment-là, ça serait quoi? CTO, c'est multisport, hein. C'est un peu comme du décathlon. Faut pas avoir une zone de faiblesse parce que la zone de force, elle est difficilement rattrapée par la zone de faiblesse. En microservice, c'est la clé. On peut pas se lancer en microservice si on n'a pas une pipeline vraiment à l'état de l'art. Un élément aussi qui m'a beaucoup aidé, on a énormément gamifié finalement les étapes qu'on passait. Hello à tous et bienvenue sur ce 4e épisode de Burst. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Vanacker et on va parler sur un sujet qui nous passionne vraiment, c'est comment sortir un SaaS sur 30 ans d'existence. On va voir si c'est facile ou pas. Bonjour Stéphane, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Victor, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Eh ben écoute, c'est un vrai plaisir pour nous. Peut-être qu'on peut commencer direct dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire pour qui tu travailles exactement? Qu'est-ce qu'est Assis? Alors, de ce que j'ai compris aujourd'hui, votre système en général, donc c'est ce qu'on appelle un SIRH, ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors Assis, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis pas mal d'années, qui a deux activités en fait. Toujours dans le SIRH, mais sur des grands comptes, on a une solution qui est spécifique qui s'appelle la gestion des temps des activités. Donc c'est un sous-domaine du SIRH. Et donc on est pure player comme 4 à 5 concurrents en France. Et donc on a des entreprises comme Saint-Gobain ou alors des CHU comme le CHU de Nantes ou alors la PHP qui est assez connue depuis le Covid. Et après on a une solution plutôt pour ce qui s'appelle le mid-market, c'est-à-dire en gros les entreprises qui font 150 à 1000 salariés. Et là on va couvrir tout le cycle du SIRH. Alors le SIRH ça va du recrutement jusqu'à la formation, les entretiens annuels. On fait tout sauf la paye sur des cibles de 150 à 1000 salariés. Ok, au top. Et du coup, c'est pour gérer une boîte, sauf la fiche de paye, de ce que je comprends C'est bien. ça, ouais. En fait, historiquement, la société, elle est spécialisée sur la partie GTA. La partie GTA, en fait, c'est ce qui est en amont de la paye. Donc, en fait, sur pas mal d'entreprises, lorsqu'on ne sort pas la GTA, en fait, on ne sort pas la paye. Mhm. Donc, c'est un système qui est très critique, qui est moins connu que la paye, mais qui est très exigeant sur pas mal d'égards. Et donc, par rapport à cette expérience-là, on a complété, en fait, notre offre pour avoir un SIRH quasiment complet hors paye, quoi. Ok, Voilà. et par exemple, pour un Saint-Gobain, c'est quoi les difficultés à développer un tel outil, par exemple, en interne? Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée, du coup, sur le produit? Alors en fait, en tant que progiciel, déjà on va s'interfacer avec tous les outils de paye, donc on en a une trentaine qui est interfacée, et on va pouvoir en fait gérer ce qui s'appelle notamment des compteurs. C'est des formules de calcul qui s'appuient sur un langage qu'on a développé et qui permet en fait de calculer, de valoriser, alors des trucs assez classiques comme les RTT, les congés, mais en fait il faut voir que sur une entreprise comme Saint-Gobain, on parle de 1000 ou 1500 compteurs différents Mm. parce que en fonction des entités, il y a des tas de cas et chaque RH de chaque entité va avoir des spécificités en fonction aussi des populations qu'ils vont gérer. Sur les hôpitaux, il y a beaucoup de contraintes assez complexes, dans l'industrie également. Et après, une fois qu'on a ces informations-là, c'est-à-dire il reste combien de jours de congé, il reste, je sais pas, gérer les badgeages, etc. Il y a tout un aspect planification, puisqu'on va savoir si les gens sont là ou sont pas là, ou sont susceptibles d'être là. Et donc, les agents opérationnels vont venir positionner sur des plannings avec potentiellement de l'intelligence artificielle pour venir trouver finalement le meilleur planning, en fait. Ok, ok, c'est génial. Et est-ce que, je sais pas, vous avez un système pour justement éviter un petit peu la fraude, ce genre de choses? C'est des choses que vous y réfléchissez aussi? C'est un peu la première chose qui nous vient en tête. Ouais,
En Euh, fait, avec les badgeages, c'est assez rare qu'il y ait de la fraude. mm, En fait, ce qui se passe, mm, c'est qu'il y a un système qui permet d'écréter, c'est-à-dire par exemple, si la personne est attendue à 9 heures, il y a un battement, c'est-à-dire que si elle arrive à 9h02, on va lui compter quand même que c'est 9 heures. S'il arrive à 8h58, on va lui compter que c'est 8h58. Donc tout ça, c'est à la disposition, c'est paramétré en fait dans le logiciel. Après, le système est bien protégé, donc il y a des systèmes d'habilitation, donc on peut pas poser des congés jours enfin des congés pour quelqu'un d'autre ou ce genre de choses, quoi. Donc ça fait partie du système, quoi. ok, ok, très clair. Et bah, du coup, on voit un peu plus aujourd'hui ce que se représente Assis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Le but, c'est ben, de voir un petit peu aussi ben, l'évolution de Assis, qui était du coup, de ce que je comprends, une solution qui était à chaque fois dédiée pour chaque client. Euh, Toi, quand tu es arrivé, il me semble que tu étais directeur R&D, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé spécifiquement sur le produit Chronos, qui est notre enfin le plus gros logiciel en fait qui a la plus grosse part de marché. On était 100 à peu près quand je suis arrivé. On est maintenant un peu moins de 200. Et donc, je m'occupais pas encore de la partie SaaS. En fait, je m'occupais de la partie à la fois produit et la partie R&D. Et l'objectif, c'était de partir sur, enfin, d'améliorer la qualité en fait du logiciel, euh, le cycle de vie en fait pour produire le logiciel, puisqu'il a été fait sur pas mal d'années. Donc, Hmm. j'ai pas eu la date exacte, mais on a retrouvé du code de plus de 20 ans et je pense que c'est plus que 30 ans en fait dans les faits. Donc, on a vu du Ouais. code de 95 ou des choses comme ça. Et bah, forcément, donc les équipes ont changé, les méthodologies n'ont pas forcément suivi, et l'idée c'était de profiter en fait de mes expériences passées, puisque j'ai fait quasiment que de l'édition de logiciels depuis 20 ans, pour remettre en fait les bonnes pratiques de développement en termes de qualité, en termes de performance, de langage aussi, pour faire aussi émerger des nouvelles générations de développeurs, puisqu'on était enfin on est encore en partie sur un vieux langage qui s'appelle ProRes OpenEdge, Ok. qui fait pas rêver les jeunes, on va dire. Donc, Et ça vient de quelle famille, ça, le ProEdge? ProRes OpenEdge, c'est un éditeur américain qui a sorti ça dans les années 80-90, qui était pas mal utilisé à côté de Nantes, et évidemment ailleurs, hein, mais je caricature souvent en disant que c'est un COBOL avec de l'Hibernate, donc c'est un Ok. peu un truc. C'est assez productif en fait. Ça permet de faire du code. Aujourd'hui, aujourd'hui, il se positionne sur enfin, le marketing se positionne sur des produits low code en fait. Ça Mhm. coche parfaitement la case du low code. Ça va très vite à développer, mais dès lors qu'on arrive sur des millions de lignes de code, Ouais, ça devient lourd, soit je on est obligé suppose. de rester dans le système, soit en fait, on a du mal enfin, on a du mal à en sortir en fait. Donc Ouais. Surtout après, si vous voulez peut-être aussi ouvrir le système aussi derrière, voilà. ça doit être un C'est peu ça. plus. À chaque fois, il faut racheter le développement complémentaire, enfin le module complémentaire qui fait le chatbot, les API, etc. Finalement, ça rajoute beaucoup de coûts de licences qu'on doit rétribuer à cette société. Et puis, c'est surtout le problème des développeurs qui on n'arrive pas à récupérer des développeurs récents en fait, sur le marché, quoi. Des jeunes Ouais, développeurs ou des gens qui ont 30 ans. ok, ok, je comprends. Du coup, si on parle de l'état de l'équipe, quand tu es arrivé sur la R&D, c'était comment, du coup, un peu. Euh, C'était En, En pas fait, trop ce qui se difficile passait, ou... c'est Ouais. que il y avait très peu de turnover parce que Assis, c'est une société qui est familiale, mais familiale sans les mauvais côtés. Il n'y a pas la pression. C'est une dirigeante Ouais. qui est à la tête de l'entreprise et c'est pas du tout le côté paternaliste, hein, si on peut dire comme ça. C'est vraiment, il fait bon vivre. Il y a vraiment un accueil des gens qui est vraiment très particulier. Et donc, ce qui se passait, c'est finalement, même dans tous les autres services, il y avait assez peu de turnover. La R&D avait grossi, mais de façon organique, sans finalement, et en restant sur ces technologies-là. Et en fait, ce qui était difficile, c'est d'arriver à insérer des jeunes. Alors moi, j'enseigne en école d'ingénieur, donc j'en ai trouvé qui étaient dans mes cours et je leur ai dit, bah tiens, j'ai une opportunité pour vous, si ça vous intéresse, on va partir sur une approche microservice, etc. On va renouveler le logiciel. Mais au début, bah, il n'y avait pas la masse critique en fait pour arriver à ce que finalement on aille plus vite en Java en l'occurrence que en Ouais. ProRes. Voilà. Ok.
Et après, il y avait beaucoup de choses en termes de bonnes pratiques. Le fait qu'il y avait peu d'apports extérieurs et que les gens tournaient pas beaucoup, bah, finalement, mes méthodologies, parfois, sur certains aspects, étaient les mêmes qu'il y a 10 ans avant ou 20 ans avant, en fait. Et là, on a remis en place des méthodologies à l'état de l'art. Voilà. Ok, ok. Et je suppose sur aussi tout ce qui était développement cloud, etc., ça devait être aussi Ouais. Oui, assez complexe. c'est ça. Parce que, en fait, par exemple, les développeurs avaient l'habitude de développer sur leur machine. Alors, sur leur machine, ils avaient à la fois la base de données et le serveur applicatif. Et en fait, ils voyaient pas qu'il y avait. Lorsque c'est en on-premise, les gens mettaient aussi ça des fois sur la même machine parce que c'était des petites installations. Mais lorsqu'on est passé en cloud et qu'on a vraiment réarchitecturé pour avoir la base de données distante et le serveur application distant également, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait trop de requêtes, trop de latence réseau. Et donc, on a fait des task force pour réduire ces allers-retours incessants avec la base de données. Donc, et ça, donc, par exemple, j'ai imposé que les développeurs n'aient plus leur base de données sur leur machine pour finalement arriver à être un peu en reproduction des conditions réelles. Parce qu'en fait, on devenait limité par la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que Ouais, le fait ouais. qu'il y avait même ne serait-ce que quelques millisecondes de latence, mais ça, sur des centaines ou des milliers de requêtes, ça fait vite du temps de perdu. Ouais, clairement, ouais, clairement. Bah, ok, je vois du coup un petit peu la prémisse de ce qui peut s'enchaîner ensuite. Et toi, du coup, quand tu étais encore donc directeur R&D, quand tu es arrivé sur les débuts, c'était quoi les gros challenges? C'était quoi les gros clients à l'époque à onboarder? Alors, en Euh, fait, on venait de signer la PHP et l'équivalent à Lyon qui s'appelle les HCL, les hôpitaux civils de Lyon. Et c'était les premiers clients où on passait les 20 000 ressources. Et ok, je me souviens, on leur avait demandé des machines avec genre 128 cœurs. Alors c'est très consommateur, hein, les compteurs, parce qu'il faut imaginer que si vous avez 20 000 ressources, fois 1500 compteurs, fois tous les jours de l'année sur 5 à 10 ans, ça peut faire un peu oui, de volume. Mais néanmoins, en fait, on s'apercevait que ça passait pas. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une task force performance où on a été chercher chaque requête optimisée. Et justement, le ProRes OpenEdge posait problème parce qu'on ne pouvait pas vraiment écrire directement en SQL. Il fallait enfin, il faut écrire dans un langage intermédiaire et trouver la bonne écriture pour que ça génère la meilleure requête SQL. C'est pour ça aussi que avec Java, on a un peu plus de contrôle sur ce qui est fait. On a mis en place beaucoup de l'ingénierie de test, c'est-à-dire moi j'avais créé un framework au-dessus de Selenium, qui est un outil qui permet on va dire, de simuler le comportement d'un navigateur. Et donc on a commencé à écrire des tests pour finalement éviter que chaque modification de code, puisque sur 2 millions de lignes de code, on a vite fait de faire euh, une régression. Et donc, on a commencé à mettre ces éléments-là en place. Et aujourd'hui, on est à 25 heures l'équivalent de 25 heures de test manuel, ce qui est assez intéressant, ce qui nous permet de plus avoir de problèmes de régression. Ça fait un an qu'on n'a pas eu par exemple, de régression majeure qui nous nécessitait de sortir un patch. ah, c'est top ça. Alors qu'avant, en fait, on Mm. était à pas une version par client, mais on avait un socle, mais on faisait Mhm. parfois des corrections un petit peu plus sur un client que sur un autre. Et finalement, quand on remettait toutes les corrections ensemble, c'était un peu, ça posait des problèmes de stabilité. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les clients, c'était un jeu pernicieux parce que ils ne voulaient pas monter de version. En fait, à chaque fois, ils Ouais, considéraient que c'était un nouveau projet. Donc, il a fallu les convaincre qu'on avait la qualité. Et ensuite, après, on a pu les convaincre de monter de version. Et comme après, ils étaient tous sur la même version, et ben, finalement, il y a une homogénéité qui s'est créée et ça nous a simplifié la vie et ça nous a fait gagner à nouveau de la qualité, quoi. C'est un passage qui est très difficile, ce passage, finalement, d'arriver à inverser la tendance, en fait, par rapport à la qualité. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Surtout que vous devez avoir beaucoup de différentes dettes techniques, j'imagine aussi Ouais. à vaincre. Et sur les attentes, on va dire les plus spécifiques que tu as eues, donc par exemple, c'est les CHU avec justement 20 000 ressources, que tu as eu d'autres histoires un peu folles ou En fait, c'était essentiellement que enfin, c'était essentiellement ce danger que percevaient les clients de monter de version, en fait. Après, l'application,
elle, le gros avantage, c'est qu'on a une application qui est hyper flexible, qui est même trop flexible en fait. Ça, c'est peut-être un des enjeux, c'est que finalement, c'est un espèce de grosse boîte à outils avec pré-paramétré. Et Ouais. parfois, les différents paramétrages ne sont pas compatibles. Et donc, il faut rationaliser en fait beaucoup les choses en fait. Parce que Euh, toi, de ce que tu m'avais dit, c'est que aujourd'hui, vous êtes on va dire une grosse machine de guerre avec énormément d'options. c'est ça. Et que vraiment l'objectif, c'était de recentrer au maximum sur le besoin client. Euh, Comment vous arrivez à discerner, on va dire, parce que je suppose que vous avez combien de clients au total? Je crois plus On de. est, alors sur Chronos, on doit être à 600, quelque chose comme ça. Euh, donc, en fait, on a commencé à faire beaucoup du UX avec une agence qui nous accompagne et qui Ok, nous simplifie en fait les process. Ce qui se passe, c'est que, et on n'est pas les seuls, hein, nos concurrents, je pense, ont le même sujet. La GTA, c'est parmi les premières choses finalement qui se sont informatisées dans le début des années 80-90 parce que le pointage aller saisir, enfin pour qu'une personne elle aille saisir chaque journée que telle personne arrive à 9h07 ou est partie à 17h22, c'est un peu pénible. Donc ça a été finalement les premières choses qui ont été numérisées. Et donc on a tous accumulé finalement des tas d'options. Et tout ça, voilà, c'est compliqué ça fait de nous finalement des boîtes d'experts en fait. C'est-à-dire que on a tous les cas de tel client qui a un truc spécifique, etc. Mais le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'à la fin, ça surcharge les écrans et ouais, le cas simple devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a entamé, depuis notre dernière version, la V10, un changement où on essaie de rechanger les parcours. Et finalement, les options un peu compliquées, on essaie de les masquer au travers d'assistants pour que même en interne, nos consultants, l'entreprise a grossi, arrivent plus facilement à paramétrer parce que il y a un moment donné, il y avait deux experts qui arrivaient à vraiment paramétrer entièrement le logiciel si on voulait avoir toutes les ouais, options, c'est sûr quoi. que c'est difficile de scaler après, ouais, Mm, dans des c'est ça. conditions. Ok, je comprends bien la problématique. Euh, et donc sur les secteurs d'activité, euh, principalement, donc euh, c'est dans le bâtiment, c'est dans Non, le. c'est le bâtiment, il y a des offres un peu spécifiques. On est beaucoup sur enfin, l'industrie de manière générale ou le secteur pharmaceutique. Et des industries aussi agroalimentaires, par exemple, où il y a de la main-d'œuvre, où il y a de l'intérim, où il y a des choses comme ça, de la saisonnalité, des choses un peu complexes. Et après, beaucoup les hôpitaux, et encore plus maintenant, parce que finalement, il y a une crise des vocations et ils n'arrivent pas à staffer. Et Mhm. donc, il faut Ok, optimiser en fait au mieux leur activité. Et donc, voilà, on est multisecteur. Euh, ok, ok, très clair. Et sur l'esprit, du coup, design, alors peut-être c'est une partie peut-être qui t'est peut-être moins propre en tant que CTO, ou après, est-ce que c'est quelque chose justement que tu t'es dit, c'est une top priorité, parce qu'au final, c'est ce qui aujourd'hui nous freine, on va dire, par rapport peut-être à une concurrence. Alors je sais pas. euh, Justement, c'est aussi intéressant de voir, bah, justement, est-ce que pour toi, tu arrives à. Alors que je pense que tes priorités, c'est au niveau sûrement de l'architecture, la solidité, sécurité. Euh, Si c'est nécessaire, est-ce que tu arrives à le mettre dans ton top priorité? sur la partie Euh, design, c'est ça? ouais, Ouais, oui, oui, bah, en fait, aujourd'hui, chaque fois que les PO font une initiative majeure, une initiative chez nous, c'est un chantier qui dure entre un mois et puis 3 mois, on va dire, pour donner une petite idée, se fait accompagner par cette agence, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a finalement un œil trop expert et que on n'arrive pas à simplifier nos processus si on les connaît trop, en fait. Donc, ok. oui, là on a refait notre partie self-service, ça s'appelle, c'est la partie en fait dédiée aux collaborateurs. Parce qu'une des spécificités de la GTA, c'est que c'est une application B2B, mais en réalité qui est utilisée par tous les gens, tous les collaborateurs de l'entreprise, puisque
tout le monde, bon peut-être à part certains cadres, mais et encore peut-être la PDG, mais ou le PDG, mais pose ses congés et a besoin finalement d'être planifié, quoi. Donc on a une partie qui est finalement qui a les mêmes aspects que le grand public en termes de difficultés enfin, techniques et surtout à avoir un design où il n'y a pas besoin de formation parce que si on doit commencer à avoir une formation pour poser ses congés, c'est que l'outil n'est pas super adapté, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et bah, je suppose que du coup, le design était un petit peu, on va dire, enfin, même les fonctionnalités, avant d'être en 100% SaaS, devaient être adaptées, on va dire, plus ou moins à chacun. Que aussi, ah ben, c'est une difficulté aussi quand pour chacun on développe des modules, on va dire, assez personnalisés, je suppose. Euh, On avait quand même peu de développement spécifique parce que en fait la ouais. partie qui peut être un peu spécifique dans notre métier, elle est très sur la partie intégration, sur tout ce qui est paye, encore que tout ce qui est paye c'est standard chez nous, mais ça peut être certains systèmes, mais c'est finalement beaucoup de l'échange de données back-end à back-end. Sur la partie graphique, moi depuis que je suis là, j'ai jamais fait de choses spécifiques pour un client en fait. On a même pas de thème en fait, on a un thème standard qui marche bien. Euh, Là-dessus, c'est pas trop un enjeu et il faut comprendre que les écrans, surtout les écrans de planification, c'est un véritable cockpit où on peut faire plein de choses. Donc si on rajoute de la personnalisation, ça, c'est un IA bug en fait. Donc on évite vraiment beaucoup de faire ça en fait. Ok, ok, je vois. Ok, et bah, moi, je pensais que vous aviez un côté justement assez personnalisé. Et du coup, c'était quoi on va dire Alors, le... la Oui. personnalisation, en fait, pour expliquer, elle vient par le paramétrage. Donc, c'est le Ouais. paramétrage qui va faire qu'un écran, finalement, ne va pas ressembler entre deux clients, mais ça reste le même code produit et c'est pas deux produits à chaque fois Ok, je spécifiques vois. pour chaque client, quoi. Donc vous, la plus grosse difficulté, c'était à sassifier en fait tous les C'est ça. paramètres. Ça doit être Oui, une... sassifier parce que, par exemple, quand on sassifie, en fait, l'obstacle principal, c'est que euh, finalement, quand on installe en on-premise, je vais partir de l'on-premise, mais les gens, nos clients ont une machine, puis Ouais. finalement, des fois, il y a des pics d'utilisation parce qu'il y a plein de gens qui se connectent ou il y a un traitement qui se connecte. Bon. Mais finalement, ça ralentit peut-être à certains moments, mais ça n'a pas d'impact finalement en dehors d'un léger ralentissement peut-être ponctuel. Lorsqu'on est en SaaS, le problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le syndrome du voisin bruyant, c'est-à-dire que comme il est mutualisé, les gros traitements lourds vont potentiellement ralentir le voisin. Et donc c'est cette partie-là où il a fallu beaucoup optimiser pour qu'on fasse baisser la pression et que les pics finalement ne se ressentent pas entre les différents tenants. Alors il y a des clients qui sont dédiés, en infrastructure dédiée, mais aujourd'hui l'intérêt principal du SaaS c'est de densifier les tenants. Sinon, ça devient juste un on-premise on a débordé en termes d'hébergement et ça n'offre pas les intérêts principaux d'un SaaS. Alors après, on a aussi, je racontais tout à l'heure sur la partie qualité, on a aussi augmenté le cycle des releases. Avant, on faisait une release, on va dire quand il y avait des nouveautés. Là, aujourd'hui, on fait une release toutes les 15 jours et ça nous permet finalement de donner du rythme à nos clients et d'éviter qu'ils aient des modifications trop impactantes qui leur nécessitent potentiellement de refaire de la formation ou s'il y a une régression, que ça dure trop longtemps, à ce que ce soit corrigé ou un comportement qui est trop important en termes de changement. Donc on est sur les standards assez classiques où finalement ils s'aperçoivent pas qu'il y a des modifications, quoi. Et ils n'ont pas besoin de faire de recettes parce que, comme j'ai expliqué, comme c'est relié à la paye, les RH, nos responsables RH sont assez stressés en fait, de chaque montée de version. Donc là, maintenant, Ouais, finalement, ça j'imagine. devient un Ouais, non-sujet, quoi. ouais. Nous, on voit avec nos clients souvent des erreurs de facturation qui arrivent même à petite échelle. Donc c'est sûr qu'on tape sur des gros groupes, ça peut aller très vite. Mm. Oui, Euh, c'est-à-dire que le volume des données à rattraper, faire une paille manuelle, c'est compliqué. Ça se fait, mais ça nécessite beaucoup de... Et puis bon, ça pose un problème opérationnel, c'est-à-dire que les gens, s'ils ne sont pas payés au 27 ou au 2 du mois, bon, c'est c'est un sûr que peu ça peut embêtant. faire beaucoup de râleurs. Voilà, c'est ça. Euh, et ok, et du coup,
Est-ce que vos clients, aussi peut-être de la part de ta direction aussi, est-ce qu'il y a eu, justement, on parle de crainte de monter en version. euh, Toi, c'est toi-même qui as initié, on va dire, la chose. Est-ce que vous étiez une team? Comment ça s'est passé du coup, on va dire, pour sortir un peu de la zone de confort, dire bon, écoutez les gars, soit on s'adapte, soit dans 10 ans on est mort. Ouais, c'est ça. Comment il est passé le message? Alors, il y avait un des premiers. Il a fallu surtout expliquer que le risque à continuer finalement à faire de l'on-premise, c'est que finalement, c'est toujours il y a toujours une part de sur-mesure, ça manque parce qu'on a moins la maîtrise chez le client, donc il y a une part de customisation, même si c'est des tâches planifiées ou ce genre de choses. Et le problème que ça pose, c'est qu'après, ça demande finalement une énorme rigueur et une énorme traçabilité. Et donc, quand on est 30, 50, il y a la mémoire collective qui reste, mais quand ça grossit, puis finalement qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent, c'est un vrai problème, puisque les nouveaux bah, arrivent sur des anciens comptes, et puis ils savent pas pourquoi un problème arrive, etc. Donc là, l'idée, c'était de montrer surtout que on aurait eu un obstacle au fait à notre croissance, en fait. Et donc, on a commencé, c'est assez classique, hein, on a commencé, en fait, nous, on utilise évidemment nos propres solutions. On a commencé à imposer aussi pour nos RH le fait de se mettre à jour tous les 15 jours, d'être sûr euh, de se mettre finalement dans le moule du SaaS et un certain nombre de clients plus petits pour initier le modèle. Et en fait, quand on a au début, on a eu quelques erreurs, et à force de les corriger, en fait, il y a eu une confiance qui s'est installée sur le fait que l'application était finalement stable, euh, et que les clients allaient pas râler. Et puis après, c'est devenu, on a atteint 20-30% de nos clients qui étaient en SaaS. Et aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet en fait. D'ailleurs, on ne vend plus aujourd'hui qu'en SaaS et on va même arrêter l'on-premise même pour nos clients actuels. On va leur proposer de migrer dans le SaaS pour bénéficier de toutes les nouveautés techniques, etc., quoi. Ok, ok, génial. Euh, ok, bah, du coup, euh, une fois que le message a été accepté, on va dire, ça a été quoi les premières, on va dire, actions? Comment tu as mobilisé tes équipes en interne? Est-ce que vous avez refondé les équipes même? Euh, Est-ce que ça a été un gros changement en interne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Euh, alors il y a eu un moment donné, en fait, Comme dans le film, je suis ni passé à la directeur de directeur AD, je suis passé à ouais. CTO. Oui. Et, et en fait, où j'ai pris finalement la direction SaaS pour faire un passage beaucoup plus simple. Avant, c'était deux directions. Et c'est vrai que il pouvait y avoir, on parle souvent de la problématique du DevOps, mais en fait, dès lors qu'il y a deux directions, c'est pas toujours aussi fluide. Donc, quand j'ai repris les deux directions R&D et technique, ça nous a permis bah, de refaire une équipe orientée SaaS avec euh, des typologies de personnes sur la partie Ops. Je donne souvent cet exemple-là. Euh, je dis, c'est souvent le SaaS, c'est finalement comme un électricien. Il peut intervenir sur de 220 volts dans une maison. Ça, c'est du on-premise. Bon, s'il fait cramer, bon, bah, il crame la maison. Bon, c'est malheureux ou il crame l'installation électrique, mais il n'y a pas de dommage sur le reste. Par contre, lorsque on est en SaaS, le problème, c'est que on intervient sur un pâté de maison, voire un quartier entier, et on est sur du 20 000 volts. Donc en fait, il faut avoir des gens qui sont vraiment extrêmement précautionneux, qui sont très très orientés procédure. Mhm. Et après, une fois qu'on a eu des procédures très sèches, on a mis un peu partout de l'infrastructure as code pour avoir un processus qui est répétable. L'infrastructure as code, c'est du code qui nous permet de créer une machine, installer automatiquement, etc. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, je crois que depuis on est en intégration continue, là, depuis 3 ans, on doit avoir 25 000 déploiements, quelque chose comme ça, de l'application. Donc c'est quand même, à la main, il y aurait eu des erreurs humaines, c'était sûr, quoi. Ok, je vois, c'est très clair. Et après, pour mobiliser les équipes, On- c'était comment, du coup, pour garder la motivation?
On a eu beaucoup d'alignements en fait du codir. On fonctionne euh, par stratégie de bloc de 4-5 ans en fait. Et il y a 4-5 ans, on avait déjà donné le là sur le fait que notre objectif c'était d'aller sur le SaaS et on avait donné les jalons, c'était la stabilité produit, la performance, l'excellence opérationnelle. Et donc, il y a eu beaucoup de webinars, parfois même, enfin, c'était euh, c'est parfois les équipes en interne qui sont finalement les plus dures au changement parce que euh, les nouveaux clients finalement ils connaissent pas forcément l'ancien monde, donc on les installe en Mm. SaaS, ça pose pas de problème. Et les gens en interne qui ont eu peut-être des difficultés sur un projet ou deux, qui connaissent aussi les spécificités du client, etc., se disent, ah, on va beaucoup contraindre le client en le mettant en SaaS. En fait, à force d'en faire, on automatise et ça se passe plutôt bien. Donc, mais il y a eu beaucoup d'éléments en interne pour faire cette transformation. Même dans les rôles, on a, on a des rôles d'admin 6 SaaS, comme j'ai expliqué, pour bien faire la distinction. On a introduit des rôles comme les SRE, Site Reliability Engineer, c'est le vocabulaire de Google. Alors, c'est pas pour faire du Google, c'est juste parce que derrière, ça nous permet de mettre une fiche de poste très précise en termes de ce Mhm. qu'on attend euh, en termes d'automatisation, etc. Et sur l'équipe R&D, on avait déjà préparé le terrain parce que toute la R&D était déjà sur Amazon et donc ils avaient déjà l'habitude de fonctionner et d'automatiser un certain nombre de choses, quoi. Et, On en, et, a en, et en termes de coût, est-ce que ça a été un gros gap de tout, on va dire, changer? Est-ce que ça a peut-être se posé on va dire des prérogatives au sein du groupe En fait, en termes de coût, forcément, l'abonnement SaaS couvre une partie de la licence, une partie des évolutions produits, puisqu'il n'y a plus de notion de version. En fait, on livre des modifications en continu et des améliorations. Donc, c'est un peu plus cher. Donc, ça permet de couvrir enfin, nos coûts d'hébergement. Nous, on a fait le choix d'un un cloud. Euh, Moi, j'appelle ça des hyperscalers. Enfin, c'est pas moi qui l'appelle ça. Sur le marché, on appelle ça des hyperscalers, c'est-à-dire vraiment des gros cloud providers. Il y en a quatre Mhm. cinq dans le monde. Hein, on les connaît. Hein, c'est Amazon, c'est Google, c'est Azure. Et nous, on a fait le choix historiquement de partir sur OCI, c'est Oracle Cloud Infrastructure. Et donc, c'est un peu un nouveau venu qui progresse et qui est maintenant dans le dernier quadrant du Gartner. Et ils offrent vraiment, alors ça reste plus cher que des sociétés comme OVH, mais ils offrent vraiment toute la partie API, automatisation, enfin, leurs services sont vraiment béton, quoi. Il y a pas il y a très très peu de panne. On Ouais. a des mécanismes de notification partout s'il y a des choses comme ça. Donc, on fait attention. On a une démarche également FinOps, puisque l'intérêt du cloud, c'est pas d'avoir des machines allumées tout le temps. Donc, par exemple, nos machines projet, on les éteint la nuit, le week-end. On a des mécanismes pour éventuellement, si quelqu'un veut finir un projet, il peut prolonger l'utilisation de la machine, mais on essaie de réduire les coûts au maximum pour bénéficier quand même, par contre, de la puissance du cloud derrière, quoi. Et donc après, toujours pareil, hein, ça c'est qualité, je le répéterai jamais assez. On peut pas faire on peut pas faire l'un sans l'autre. D'ailleurs, beaucoup de nos concurrents finalement font l'hébergement et disent que c'est du SaaS, et puis finalement un an après, ils demandent aux clients, ah bah on peut vous proposer de monter sur la dernière version. Bon bah c'est pas très SaaS, quoi, dans Clairement, l'esprit. clairement. Et selon toi, c'est quoi, on va dire, les principales qualités que doit réunir du coup un CTO dans ces moments-là, où il y a beaucoup de changements, beaucoup de remaniements. euh, donc, puis, du coup, tu fais un peu le tampon entre les devs, la direction. Euh, je sais que c'est un sujet aussi, voilà, qui te porte à cœur. Il me semble que voilà, tu en parles aussi dans ton livre, qu'on on en Ouais. dira un peu plus par la suite. Euh, Si tu auras un conseil peut-être à un CTO qui t'écoute et qui est dans exactement ce moment-là, ça serait quoi?
Alors moi, j'ai parfois eu le défaut. Alors j'ai des engineering managers qui étaient là aussi parce qu'on avait des équipes quand même importantes, hein. Là, on doit être à plus de 40 personnes dans la partie technique et R&D. Et en fait, donc il y a plusieurs engineering managers qui s'occupent au quotidien des équipes et sont un peu plus proches finalement du terrain. Euh, je dirais que ce qui est le plus important, c'est le pourquoi et moins le comment, même si on a vite tenté finalement de, euh, parce que ça fait 20 ans que je fais de la technique, ça fait 30 ans que je développe, donc il y a des trucs que je sais faire, je sais pas, enfin, quand c'est du back-end, je peux passer derrière le bureau d'un développeur et lui coder un truc en Hibernate ou en Spring Boot sans problème. Et l'idée, c'est pas ça, c'est vraiment être beaucoup sur la vision, donc on a beaucoup travaillé sur la partie roadmap et la rigueur et les processus aussi pour faire changer des choses, c'est-à-dire que euh, au début, il n'y avait pas beaucoup de changements technologiques. En champ, on fait beaucoup de changements technologiques. Mm. Il peut y avoir un peu une exaltation qui fait qu'on part un peu dans tous les sens. Et l'idée, c'est de cadrer ça pour que les gens aient envie de proposer, envie d'améliorer, puisque j'ai proposé un cadre avec des microservices en Java, mais finalement, après, il y avait tout encore à écrire. Et donc, on a travaillé sur les mécanismes qui permettent de dire, bah, voilà comment je propose une amélioration, voilà comment elle peut être retenue, pas retenue, et il y a pas cet effet déceptif parce on a embauché beaucoup de jeunes développeurs qui ont forcément, voilà, ils vont à des conférences et puis le lendemain ils reviennent, ils disent ah j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. En fait, il faut leur donner beaucoup d'éléments pour qu'ils arrivent à faire intégrer leur envie de faire une telle ou telle technologie ou telle best practice comment l'intégrer dans le cycle de développement logiciel. Voilà, donc c'est je dirais vraiment le pourquoi versus le comment. Toujours rappeler à chaque réunion mensuelle, on rappelle nos objectifs. Et un élément aussi qui m'a beaucoup aidé, on a énormément gamifié finalement les étapes qu'on passait. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fallait par exemple, à un moment donné, on a changé notre brique euh, d'identification et on a dit bah voilà, on a 600 clients à faire et tout de suite on a créé un petit dashboard qui tournait dans les télés où on voyait les étapes et la progression historique. C'est-à-dire qu'on voyait, ah bah tiens, en janvier, il y en avait 15, en février, il y en avait 27, enfin, etc., etc. Et finalement, chaque personne se dit, tiens, mon petit supplément d'âme que je vais faire, où je vais me motiver à aller faire cette migration supplémentaire, ou débloquer un problème technique, ben, finalement, ça se voit sur l'écran. Et les gens sont contents parce qu'ils savent que bah, le petit pixel de plus, finalement, c'est eux qui ont contribué. Donc la gamification, Mm. euh, et, c'est des KPI, mais moins orienté, enfin que les développeurs ne se disent pas, tiens, c'est juste pour que le Ouais, CTO il que ça puisse soit un dire, peu juste c'est mon bon, j'ai taf. fait le job, Ouais, quoi. Voilà. ouais, C'est clairement. plus pour eux, en fait, pour qu'ils Mm, mm, ils se mm, mm. disent, tiens, moi, je vois ce que mon action, elle se voit concrètement. Ouais, c'est sûr que c'est un énorme avantage, ouais. De se lever le matin et de se dire, ok, je vais progresser. Et ouais, ça donne du plaisir dans son travail, ça c'est top, ouais. Mm. Et aussi, on avait parlé d'un sujet aussi, c'est la communication CEO-CTO. Je sais pas si tu peux en parler ou. Ouais, bah Euh, ça a été un peu, l'objet. Ma CEO est pas technique comme beaucoup de CEO hein, d'ailleurs. Et donc lorsqu'il s'est agi de faire finalement ces grandes transformations, bah, je me suis aperçu qu'il fallait euh, vraiment être très 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 clair et bien donner finalement chaque brique, pourquoi on l'a posée et pourquoi hmm, si on ne la faisait pas l'impact que ça aurait. En fait, à force de poser ces points, de mettre de clarifier aussi, hein, parce que parfois c'est en écrivant, on avait clarifié nous-mêmes des points. C'est un peu ça qui m'a donné l'idée avec un ami à moi qui est maintenant CPO au sein d'Assis, qui s'appelle Sylvain Assemat, d'écrire ce livre pour dire voilà, si je devais condenser une synthèse de toutes les pratiques et pourquoi elles devraient être mises en place dans un dialogue de CEO CTO, qu'est-ce qui devrait être. Donc on est parti en fait sur la partie des diagrammes et après on a décliné en fait chacune des pratiques
pour avoir une espèce de synthèse euh, sur les bonnes pratiques. Ok. J'ai eu une préparation d'interview la semaine dernière j'ai un intervenant donc, qui m'a dit une phrase, donc, qui avait raconté, qui avait dit ça à son CEO, qui disait tu me payes si cher, il faudrait mieux que tu m'écoutes. Euh, Oui. J'ai- et il disait qu'effectivement, il y a certains CEO qui prennent le meilleur donc, CTO possible, euh, qui souvent, par exemple sur des scale-up, qui peut monter à des salaires même très très élevés. Euh, et effectivement, pour derrière ne pas écouter, ne faire qu'à sa tête. Alors c'était pas Euh, du tout le cas, j'ai pas eu du tout ce problème-là, c'était vraiment, j'ai eu une écoute très attentive, mais c'était ce qui était important, c'est que comme on est dans une société qui n'était pas une start-up où on pouvait pas brûler du cash, et ouais, parce que c'est une société qui est pas cotée non plus, hein, qui est une société privée classique, SAS, et ben disons que il fallait à chaque fois qu'on justifie de l'intérêt et du ROI, mais là-dessus, ouais, à l'inverse, je pouvais expliquer des gains sur plusieurs années. Donc ça c'était plutôt agréable aussi parce que parfois euh, lorsque les PDG sont salariés et puis qu'ils ont leur plan de carrière, finalement, ce qui les intéresse, c'est voilà, que ça se passe bien pendant 1 an ou 2 ans et puis après aller ailleurs. Là, c'est sa ça, société, donc ouais. forcément, elle a été attentive à ce qu'on ait du court terme, du moyen terme et du long terme et que ce soit équilibré là-dessus, quoi. Pas tout cramer juste pour qu'après ça marche plus, quoi. Donc, Ok, ok, très clair. Du coup, de la gamification pour les développeurs. Du coup, une communication très claire avec, on va dire, les owners. mm. Donc, un vrai secret de la réussite. C'est intéressant. Et sur les arguments produits, est-ce que vous avez développé des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que du coup, vu que vous étiez aussi dans un remaniement, vous vous êtes dit, bon, ok, on peut développer telle et telle nouvelle fonctionnalité qui peut donner un coup, on va dire, commercialement. Euh, Ouais, ce qu'on a fait en fait, c'est que alors, le logiciel est déjà très très complet, donc avec les centaines de clients qu'on a, c'est très complet. Mais par contre, on a quand même développé des verticales métiers. Par exemple, je pense dans le domaine de la santé, on a ce qu'on appelle un tableau d'activité médicale. C'est un planning qui est inversé. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça, on l'a fait en microservice. Et c'était une vraie nouveauté parce qu'avant, finalement, il fallait faire beaucoup de paramétrage pour obtenir à peu près ce type de tableau qui étaient différents de l'industrie ou qui ont un fonctionnement différent. Et donc, on a fait finalement deux types de planning. Donc, et ça, c'est les microservices qui ont permis de faire finalement quelque chose depuis le début sans instabiliser le cœur du produit. Et après, on a beaucoup travaillé sur la rationalisation. Je donne un exemple. On avait 4-5 moyens d'imprimer encore dans le logiciel parce que il y avait un export CSV, un export Excel, un ouais. export plutôt impression qui ressemblait plus à ce qu'il y avait à l'écran. En fait, on essaie de rationaliser parce que dans le SaaS, il faut que les choses soient claires. Déjà parce que ça nous coûte cher en maintenance à gérer toutes ces problématiques avec la qualité qu'il faut. Et aussi nos utilisateurs, finalement, mais après, sinon ils sont perdus. Donc, euh, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et nos enjeux là, c'est travailler beaucoup plus sur l'aspect industrialisation du paramétrage, facilité pour les équipes à suivre la traçabilité. C'est-à-dire que par exemple, lorsqu'on va dire, bah, tiens, tel compteur, il se calcule d'une telle façon, il y a une formule de calcul, un petit peu comme Excel, et Mhm. elle est faite dans la phase de paramétrage. Puis pendant plusieurs années, le client, on va l'avoir en ce qui s'appelle le run. Et donc, il va falloir gérer ces modifications potentiellement et savoir pourquoi ça a été fait à telle époque, etc., tel paramétrage, telle formule. Et donc, on essaie de simplifier le travail de nos consultants, en fait, là-dessus. Et est-ce que ça a permis à certains de vos clients aussi peut-être de pouvoir paramétrer plus, on va dire, de leur côté, enfin seul, sans consultant ou Il- Oui, sur certains aspects, on a pu rendre la main. Après, ça reste des choses
sauf les grandes structures qui ont des gens spécialisés sur la GTA, mais sinon, Ouais. il y a quand même beaucoup de sociétés qui nous délèguent finalement une partie des modifications euh, parce que c'est plus simple pour qu'on le fasse nous-mêmes, quoi. On a ce qu'on appelle une tierce maintenance applicative en option du SaaS qui nous permet de faire ça, en fait. Ok. Mais sur la partie, quand je dis maintenance, c'est la partie paramétrage, parce qu'on parle de progiciel, donc Oui, oui, c'est oui. toutes les règles de calcul, etc. Ok, ça c'est très clair là-dessus. Et là, du coup, est-ce que ça permet aussi de favoriser un petit peu l'ouverture de la plateforme? Parce que je suppose que chacun des clients aussi a des outils qu'il utilise aujourd'hui déjà. Euh, du coup, est-ce que ça a favorisé certaines ouvertures là-dessus? Comment vous les gérez d'un point de vue sécurité, performance? Ce qui se passe, c'est que dans le milieu du SIRH, c'est la paye qui drivait beaucoup de choses, et la paye, pendant pas mal d'années, était orientée fichier. Alors, mon grand désespoir, mais et donc en fait, c'est beaucoup du transfert de fichiers et du traitement la nuit. Et Mhm. ce qu'on fait en fait pour initier le mouvement, parce que tous les acteurs n'y vont pas, mais il faut bien qu'il y en ait un qui démarre. On n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls, mais on est parmi, je pense, les premiers à pousser énormément les API. Donc on a un standard qu'on suit qui s'appelle Open API, qui est aussi connu sous le nom de Swagger, et Ouais, qui nous permet en fait on fait quand on fait nos développements, on les fait en API first. Donc on est les premiers consommateurs de nos API, mais nos clients peuvent utiliser nos API derrière pour, par exemple, parfois, ils ont une plateforme à eux, RH, où finalement, ils veulent pas que leurs employés aient 50 portails, un portail GTA, un portail de formation, un portail de je sais pas quoi. Et donc, ils ont envie d'avoir leur propre portail. Et donc avec les API, ça émerge ce besoin-là d'ouverture. Et des API synchrones, comme OpenAPI, où nous, on a aussi la possibilité d'avoir des API asynchrones, c'est-à-dire le fait de poster des messages et pas de répondre en direct avec des approches comme la 5 API. Et tout ça, c'est sécurisé avec une approche on appelle Zero Trust Architecture, c'est-à-dire que il n'y a pas un seul endpoint qui est. Enfin, tout est forcément authentifié, même à l'intérieur de notre système dans le SaaS, tout est authentifié. Tous les microservices se parlent en authentification. Et on utilise un produit qui s'appelle Keycloak, qui est sur un standard du marché qui s'appelle OIDC, OpenID Connect. Voilà. ok. Et ça a apporté un bien sur l'aspect commercial. Est-ce que du coup vous avez des retours positifs là-dessus C'est les débuts en fait parce que la plupart de nos clients demandent les API en avant-vente parce que les cycles sont très longs, hein. Il peut se passer un an, parfois même sur des très gros projets 2 ans pour être mis en place. Et finalement, ils anticipent que dans 2, 3, 5 ans, ils auront besoin des API. Donc on a déjà des clients qui les utilisent, mais c'est beaucoup pour prévoir l'avenir, prévoir quand ils vont changer de paye ou ce genre de choses, se dire tiens, je ne serai pas bloqué ou parfois pour alimenter des data mart pour faire de la business intelligence ou des choses comme ça, quoi. Et donc aujourd'hui, on vend pas ce module autant qu'on voudrait, mais enfin, on voit bien que dans tous les appels d'offres, avant c'était une fois sur 10, là maintenant, ils parlent des API au moins la moitié du temps. Non, c'est cool. Mm. C'est cool que ça soit répercuté comme ça. Et sur la tarification, comment vous fonctionnez? Ça doit être beaucoup au module ou est-ce que vous avez un starter pack? Comment vous fonctionnez? Alors en fait, effectivement, avec le SaaS, ça rabat un peu les cartes. Avant, on avait beaucoup Ouais, de modules différents et finalement, quand ça s'enrichit, ça devient, bon, pour nous, on les connaît, mais ça n'est pas forcément extrêmement lisible. Là, on essaie de simplifier au maximum pour avoir une approche. Alors, on est encore en train d'affiner ça, mais plus sur une approche good, better, best, c'est-à-dire effectivement un starter ou un standard et puis un premium, surtout pour la partie SaaS, pour valoriser les options qu'on peut donner. Par exemple, euh, nos clients aiment bien garder des données parfois très très longtemps. Alors, parfois il y a des raisons légales, hein, ça peut aller. Normalement c'est mhm, 5 ans, mais parfois ça peut être plus pour des cas particuliers. Par exemple, je crois que dans les hôpitaux, ça peut être 10 ans parce qu'ils peuvent devoir pouvoir prouver est-ce que le médecin était là peut-être il y a 7 ou 8 ans.
Ça Ouais. peut être intéressant dans certains cas. Et donc, en fait, on travaille pour essayer de standardiser, pour éviter d'avoir finalement, au fur et à mesure des années, de plus en plus de données qui vont nous coûter de plus en plus cher chez nous. Donc, on a des paliers pour dire, par exemple, bah voilà, l'offre standard, c'est 5 ans, puis l'offre premium, ça va être plutôt 10 ans de rétention. Euh, et on travaille comme ça sur les SNO, SLA, etc. Euh, Ok, et vous arrivez à communiquer avec vos clients sur les changements, sur... Aujourd'hui, en fait, on est surtout centralisé enfin, centré sur notre transition SaaS. Donc, c'est beaucoup ça que voient les clients. Aujourd'hui, on n'a pas encore déployé cette nouvelle approche de tarification partout. En fait, donc j'ai assez peu de retours, mais on essaie surtout de simplifier en fait les choses, hein, et de redevenir bah, ce qu'on voit enfin, même si on fait du B2B, mais comme on voit dans pas mal de sites où on voit les 3 colonnes, là, voilà, si je paye Ouais, X euros par mois, j'ai ça, si j'ai X euros par mois, j'ai ça, etc., etc. au final, peut-être ce sera même plus facile sur la communication et plus Ouais, clair pour tout à eux, fait. Ouais. surtout qu'ils sont habitués à ce modèle-là généralement maintenant, donc c'est top là-dessus. Et alors, peut-être qu'on peut parler aussi, alors on avait vaguement parlé au début, peut-être un peu plus sur ton livre, parce que je sais que tu as passé beaucoup de temps et c'est un sujet qui te tient à cœur. Euh, D'ailleurs, comment t'es venue l'idée d'écrire un livre? Parce que bon, c'est pas parce qu'on aime une bonne pratique que c'est forcément, on va se dire, bon, il faut absolument que j'écrive un livre dessus. Je suppose que tu voulais peut-être déjà écrire un livre, mais après, comment t'es venu ce sujet? Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu choisis ce sujet, pas un autre? En fait, j'ai pas forcément pensé à écrire un livre. Au départ, je pensais faire comme pas mal de gens, écrire un blog, etc., donner quelques éléments. Finalement, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'éléments que je voulais pousser. Et surtout, en fait, euh, c'était, c'est un peu une réaction par rapport enfin, à la situation que j'ai pu avoir dans mon précédent employeur, où finalement on avait fait un projet énorme, il fallait refaire en microservices plus d'une dizaine de millions de lignes de code en COBOL, enfin, un projet qui mobilisait à terme, c'était 150 personnes. En fait, je m'apercevais que dans ces gros projets, il y avait une difficulté finalement à être constant sur les choix qui avaient été faits. C'est-à-dire qu'on avait Mhm. fait un choix de se lancer en microservice au début. Et c'est pas moi qui avais fait ce choix-là. Moi, j'étais venu justement plutôt en spécialiste des microservices pour accompagner la croissance des équipes. Et au fur et à mesure, je m'apercevais que les gens qui intervenaient de ma direction, des N+1, N+2, enfin, j'étais dans une grosse boîte, donc il y avait plus que N+1, N+2, il y en avait beaucoup d'étages. Et j'avais beaucoup de mal à ce qu'il y ait une constance. Et finalement, les gens me disaient, mais pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça, pourquoi on est parti sur Amazon, pourquoi on est ceci, etc. Et je voulais dans des réunions, c'est assez difficile parfois d'avoir l'argument. On n'a pas beaucoup de temps dans un CODIR ou un COMEX pour donner contrecarrer finalement une objection. Et l'idée, c'était de les avoir finalement à portée de main en fait. Et donc c'est un petit peu comme ça que c'est né en disant, bah voilà, là je me ferai plus avoir en fait, parce que je connais les raisons, mais c'est pas toujours évident d'expliquer au pied levé comme ça. J'ai pas toujours le PowerPoint qui va bien pour justifier telle ou telle pratique. Mhm. Et dans des sociétés où il y a parfois un peu de politique, ça peut être un peu déstabilisant. Là, finalement, alors je suis beaucoup moins impacté aujourd'hui parce qu'il y a pas de politique chez Assis. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas du tout le style de la maison, mais en fait, même quand on me pose des questions, bah, ça m'a un peu m'arrivé de dire, bah tiens, ça peut être intéressant que je l'avais bien expliqué en détail. Sinon, je vais te répondre en un quart d'heure et là, tu auras vraiment une explication plus au début et justement du pourquoi, de d'où ça vient, plutôt que voilà, il faut faire comme ci, quoi, ou comme ça. Ok, je vois, je vois. Euh, et on va dire, ça regroupe quel type de sujet précisément? Euh,
En fait, le sujet, c'est le sous-titre qui est le plus intéressant. Enfin, Ouais. le titre du bouquin s'appelle Les clés d'un projet SaaS durable, durable au sens d'arriver à ce que, pas la durabilité au niveau RSE, mais la durabilité au sens de, on n'est pas en train de le réécrire tous les 3 ans, comme certaines Mhm. startups qui font un premier Ouais. produit, et puis 3 ans après, ils sont obligés de tout recasser. Voilà, avec l'approche microservice, on arrive à faire durer le logiciel de 30 ans, un petit peu comme le centrale atomique, finalement à aller faire aller plus loin. Peut-être qu'on arrivera jusqu'à 50 ans, j'en sais rien. Et en changeant au fur et à mesure des briques du logiciel. Et le sous-titre est le plus important. Ce qu'on voulait absolument arriver à faire, c'est aligner l'architecture. Donc on parle beaucoup des architectures modernes, cloud native, SaaS, et l'usine logicielle qui nous paraît très importante pour qu'il y ait une fluidité chez les développeurs et pas de frustration. On appelle, moi je parle souvent de développeur expérience. Il faut que, il y a le user experience, mais la développeur experience, elle est hyper importante pour capter les meilleurs développeurs parce que un développeur, il aime pas quand il met 6 mois pour qu'on lui rembourse sa note de frais, que des processus d'entreprise soient très longs, mais aussi tout simplement quand sa machine, elle passe 5 minutes à lancer un test ou que ça, c'est aléatoire ou ce genre de choses. Donc on a voulu aligner l'architecture, l'usine logicielle et l'organisation parce qu'on a beaucoup travaillé avec Sylvain sur la topologie des équipes. Est-ce qu'on met des équipes feature team, des équipes plateforme, comment on fait du DevOps, est-ce qu'on se sépare, on se sépare pas, quel est le rôle du CTO ou de l'engineering manager dans, à- sur des tailles d'équipe. À la fin, on a donné un modèle où c'est quoi être CTO dans une société de 25 personnes, de 50, de 100, de 200. Alors, on n'a pas la prétention de couvrir tous les cas, mais on a voulu illustrer finalement le changement de rôle que ça pouvait donner en Ok. fonction des Et tailles du des coup, équipes. donc c'est un guide pratique qui est catégorisé par type d'entreprise où tu es. Alors ça c'est à la fin, mais sinon Ouais. après on aborde des thématiques autour du cloud, autour de la sécurité, autour de l'UX. Enfin, normalement, je pense qu'il y a pas de sujets qui sont pas couverts. Alors, c'est pas couvert en énorme profondeur, hein, mais Ouais. on a à chaque fois 10, 20 pages sur voilà un bon résumé de ce qu'il y a sans doute à connaître. Et même nous, parfois, certaines pratiques où on était peut-être un peu moins à l'aise, ça nous a Mhm. permis finalement d'avoir un niveau minimum, quoi. Je comprends. Ouais. CTO, c'est multisport, hein. C'est un peu comme du Ouais. décathlon. Faut pas avoir une zone de faiblesse parce que la zone de force, elle est difficilement rattrapée par la zone de faiblesse. Même si on peut s'appuyer sur les équipes, c'est bien d'être un peu polyvalent. Clairement. Et est-ce que il y a eu un sujet qui était, on va dire, plus clé dans le livre? Est-ce que par exemple, il y avait les CD pipelines? Ouais, on a beaucoup parlé des pipelines d'intégration continue pour une raison simple, c'est que euh, on, on est enfin, dans les organisations qui scale, c'était le cas de notre précédent employeur, en fait, on s'aperçoit que les microservices sont très intéressants pour éviter qu'un développeur se ramasse 2 millions de lignes de code à connaître, qu'à chaque fois qu'il touche quelque chose, il casse. C'est une expérience assez déstabilisante, en fait, d'avoir, chaque fois qu'on touche, on a une erreur en production 2 semaines après. Et donc les microservices permettent de finalement segmenter les problèmes et d'avoir des zones de responsabilité un petit peu comme des petits logiciels qui collaborent les uns avec les autres. Et pour faire ça, il faut qu'il y ait une grosse machinerie d'assemblage à la fin qui fasse en sorte que toutes ces Lego mais finalement arrivent à faire un logiciel complet et qu'on le refasse. Enfin, cette problématique de packaging, on a besoin de la faire extrêmement souvent. Ouais. Et donc, il faut bien maîtriser ce qui s'appelle donc les pipelines, qui est en fait un ensemble d'étapes reproductibles qui permet, à partir du code source des différents éléments, d'arriver à un package qui peut être installé. C'est un peu comme une entreprise qui emballe son cadeau, qui vérifie que la qualité, qui met le certificat quality tested, et après qui passe à la partie livraison, en fait. Ok. Et tu penses que c'est hyper important aujourd'hui pour une boîte tech d'avoir ces process-là ou ça doit être obligatoire? Ouais, Euh, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui l'ont pas. Ouais, en microservice, c'est la clé. On peut pas se lancer en ouais. microservice si on n'a pas une pipeline vraiment, vraiment à l'état de l'art. Mhm. Euh,
ça commence à devenir, nous, on a des clients qui nous exigent d'avoir des détails sur notre pipeline, notamment pour des questions de sécurité. Euh, le pipeline, c'est comme une chaîne de production et Mm. il faut notamment réussir à prouver qu'il n'y a pas quelqu'un qui est intervenu. euh, Par exemple, je sais pas, moi, si on est chez un producteur de yaourt, il faudrait pas que quelqu'un mette du poison dans un yaourt. Il y a des questions de traçabilité, de l'eau, etc. Et en fait, finalement, on retrouve ces aspects sûreté où chaque étape doit pouvoir être bien maîtrisée en termes de sécurité notamment. Et après, en termes de tests, est-ce qu'on a effectué ces tests? Est-ce qu'ils sont bien passés? En termes de qualité aussi, pour voir s'il n'y a pas de dégradation, je sais pas, sur une équipe qui commencera à baisser son niveau d'exigence. On a des niveaux qui font que bah, ça va être rejeté, mais un peu comme un processus industriel où à la fin, il y a une machine qui mesure et qui dit, bah non, là, il y a 1 millimètre de trop, hop, c'est au rebut. Ok, c'est très clair. Eh ben écoute, j'espère que on pourra mettre en description le lien de ton bouquin pour qu'on ait un maximum de potentiels lecteurs. Je crois qu'il est publié sur Eni, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, il est disponible aussi sur Amazon, la Fnac. Ok, on peut l'avoir euh, aussi sur sa Kindle sans souci. Alors non, alors pas sur Kindle parce que Lenny, donc l'éditeur, a sa propre plateforme, on va dire et en fait quand on achète le livre, on a une version numérisée mais sur leur plateforme à eux. Ça c'est un petit Ok. peu, je Et pense que c'est Eni, pour éviter le alors je ne piratage. sais pas du tout du coup avant notre échange. C'est centré sur des ouvrages scientifiques, de ce que je comprends. Très orienté informatique, en fait, Très informatique. ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une école d'ingénieurs en informatique, l'école nantaise d'informatique, c'est ça que ça veut dire. Et en Ok. fait, ils ont des gens en reconversion, des gens en formation initiale, et ils ont des intervenants, et ils ont aussi une bibliothèque qu'ils donnent à leurs étudiants. Mais c'est aussi, je crois, en informatique, je pense que c'est un des premiers éditeurs, si c'est pas le premier éditeur français. Sur les livres techniques français, je crois que c'est le premier éditeur. Sur les Ok. livres anglais, il y a plein d'autres éditeurs qui sont plus connus, hein, Aurélie ou Mhm. d'autres éditeurs comme ça. Mais c'est assez sur la littérature française en informatique, je crois que c'est le premier. Ok. Et est-ce que c'était dur d'être publié dessus ou En t'as eu fait, pas de mal. Je suppose qu'il y a dû non, être. c'est même ce qui est assez, pour l'anecdote, ce qui est assez. Au début, on n'avait pas une idée vraiment précise de tous les chapitres. On n'avait pas écrit, on n'avait pas commencé à Mhm. l'écrire. Et finalement, on a fait un pitch sur 1 heure. Et c'était pas tout à fait au début ce qu'on on voulait mettre. Il nous conseille vraiment, en fait, de dire, voilà, on est OK avec votre démarche, vous avez suffisamment d'expérience, on voit bien que. Et en fait, c'est que le titre est mis à la fin. C'est-à-dire que c'est vraiment le Ouais. titre est mis à la dernière semaine. Ça, c'est assez perturbant parce que on pourrait penser que c'est ça qui va tout guider, mais en fait, c'est un peu au fur et à mesure qu'on affine quelle est quelle est la synthèse de ce on voudrait mettre dans le livre, en fait. Ok, bah c'est hyper intéressant. Et pour revenir sur du coup la SaaS, euh, est-ce que vous avez des gros besoins en recrutement, par exemple sur les nouveaux sujets comme l'IA? Est-ce que vous pensez intégrer des ingé IA aussi au sein de votre boîte ou comment vous voyez la chose? Alors en fait, sur l'IA, on est comme toutes les sociétés en réflexion. On fait des expérimentations en fait sur, par exemple, Longchain ou Amazon Q, une plateforme qui permet qui a un pass autour de briques d'IA. Mhm. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on dit IA, la plupart des gens pensent machine learning, enfin, toutes les développements récents, surtout l'IA générative depuis ChatGPT. Mais nous, en fait, on a déjà une brique d'IA qui s'appelle, enfin, qui nous permettait de générer des plannings automatisés, qui s'appelle la planification sous contrainte. Donc, c'est déjà une partie de l'IA et on recrute des thésards sur ces sujets-là. Et c'est des sujets qui se traitent pas très très bien en réseau de neurones, enfin, en tout cas pour le moment. Et c'est des sujets qui ont 50 ans, hein, c'est des sujets d'optimisation en fait. Donc on recrute ce type de profil-là. Je pense que dans les prochaines années,
on sera ouvert à prendre des profils purs IA, mais sinon, on le fait beaucoup par l'expérimentation interne. En fait, on a beaucoup de temps dédié aux développeurs qu'on a pour expérimenter, pour essayer de présenter aux autres développeurs, un peu faire de l'émulation entre développeurs Ouais, je donc c'est vois. dans ce cadre-là en fait qu'ils font des expérimentations là sur l'IA. On a aussi une commission au sein de l'entreprise pour essayer de populariser ça et puis après derrière de l'intégrer dans nos produits. En fait, sur les profils qu'on recherche, on est très centré sur Java, Angular, et on prend des profils soit back-end, soit front-end, mais en fait, l'idée c'est qu'ils fassent de tout à la fin. Donc, Mhm. euh, les gens sont plutôt full stack chez nous. On a aussi des besoins sur la partie produit, QA. Voilà, c'est assez standard. Ce que je dis aux gens, c'est que la principale caractéristique dans la R&D et dans le produit, c'est ils seront sur des technologies hyper récentes. C'est-à-dire que souvent, les librairies ont moins d'une semaine et ça, on le fait perdurer dans le temps. Tous les 15 jours, on met à jour toutes nos librairies pour pouvoir avoir cet argument, c'est vous ne trouverez pas une entreprise, enfin un éditeur de logiciel qui sera plus à la pointe en termes de version, de framework, etc. Et ça plaît pas mal parce que beaucoup de développeurs souffrent en fait des ESN où parfois ils ont un nouveau projet où ça se passe bien, c'est une nouvelle techno, et puis parfois c'est des trucs un peu anciens et ben là, enfin, ils ont du Java 6.2. Enfin, je dis une bêtise, hein, ça n'existe plus, mais voilà, ou du Java 8. Là aujourd'hui, on est sur du Java 21, on est sur du Angular 18. C'est des choses qui ont quelques mois à peine, quoi, voire quelques semaines. Ok, ok. Et du coup, vous, pour recruter, vous trouvez que c'est difficile aujourd'hui parce qu'on échange souvent avec pas mal d'acteurs. Ils disent que voilà, en France, de temps en temps, bah, c'est pas forcément facile de trouver des profils qui soient motivés longtemps sur le même produit, par exemple. Qu'il y a des petits soucis un petit peu de turnover, mais c'est aussi un fait générationnel où c'est un peu ce qu'on appelle l'effet Tinder où on swipe assez rapidement, que ça soit bah, aussi bien dans son travail, dans ses relations. Euh, Euh, Qu'est-ce L'aspect, en que fait, quelque chose on prend comme beaucoup de ça. jeunes qui. Ouais. Excuse-moi. Juste, je Euh, voulais voilà, savoir si c'est quelque chose que tu observes aussi de ton côté ou pas forcément. si, alors c'est pas facile, même si depuis un an, le marché s'est un petit peu relâché. Je pense que les startups embauchent moins massivement. Ouais. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on embauche on a une vision de l'informatique qui est, on embauche beaucoup de jeunes, alors pas parce que ça coûte moins cher, parce qu'on les paye très bien sur le marché, mais on essaie d'associer vraiment des jeunes avec des seniors qui ont une grosse expertise sur le marché. Et parce qu'on est très adepte du pair programming, donc on essaie de mixer en fait les profils, plutôt que de mettre deux jeunes ensemble, ou même mettre un jeune et un expérimenté de 4-5 ans, qui parfois n'a pas toujours les bonnes pratiques du marché. On est très orienté test-driven development, behavior-driven development, et c'est des pratiques qui sont parfois mal appliquées en entreprise. Donc on essaie d'être assez un petit peu en mode compagnonnage. Ouais. L'idée, c'est qu'ils voient un certain nombre de chantiers. Alors nous c'est des microservices, donc ils vont pouvoir évoluer d'équipe en équipe tous les 6 mois, un an. Ça va leur permettre de voir d'autres domaines finalement où il y a des problématiques, des technologies ou des librairies, des frameworks qui sont spécifiques et finalement pas s'ennuyer. Donc aujourd'hui, on a assez peu de turnover en fait. Il y a eu un moment donné où ça a été euh, plus compliqué parce que on avait un changement de technologie, donc forcément il y avait moins d'intérêt sur les anciennes technologies et plus d'attrait sur la partie Java et Angular. Mais là aujourd'hui c'est plus simple et voilà, mais pas de problème particulier. On commence sur le marché nantais et lyonnais à avoir aussi une taille qui nous permet d'être connus un petit peu. Ok, ok, bon, bah, c'est top. Bah, génial. Bah, écoute, on touche presque à la fin du podcast. Si tu as une vision, je sais pas, aujourd'hui sur 10 ans, euh, peut-être des choses peut-être les plus folles que tu aimerais intégrer à ta plateforme, ça serait quoi? Alors c'est très difficile de se projeter à 10 ans. Là, je pense que là, là sur les 2, 3, peut-être 5 ans à venir, il y a l'IA générative qui a quand même beaucoup bousculé les habitudes, que ce soit sur le code. Nous, on a expérimenté. Bon, on n'a pas encore été enfin, ça nous a pas apparu vraiment un game changer
par rapport à nos pratiques de développement. Mais je pense aussi que l'IA générative, là, elle se heurte à un problème, c'est que il y a plus assez de données. Donc là, maintenant, il va Mhm. falloir intégrer des images, de la vidéo, et ça va être d'autres problèmes. Et là, il y a des problèmes que n'arrivent pas à résoudre les scientifiques pour réussir à passer cette étape-là. Bon, je pense qu'ils vont y arriver, mais il y a sans doute à avoir un petit effet de stabilisation sur cette partie IA générative pour avoir d'autres technologies qu'on connaît a priori pas encore. Donc sur l'IA, je pense qu'il va falloir accompagner le marché pour finalement proposer des use cases comme bah, nous on est dans le NDRH, bah, un chat RH qui soit un peu généraliste et puis qui puisse Mhm. aller répondre à certaines questions. Est-ce que il me reste des congés, à quelle heure j'ai Ouais. badgé, enfin des choses comme ça. Bon, c'est des choses qu'on va sans doute intégrer. Après, nous Le on planning est par excellence. le planning, on va avoir des choses, bah, toujours sur cette histoire de déploiement, enfin de génération de planning. On a beaucoup travaillé sur l'équité. Bon, donc mais c'est pas des choses qui sont technologiquement, enfin, on peut déjà les travailler aujourd'hui. Il n'y a pas de Ouais. technologie particulière aujourd'hui. Non, enfin, nous on est sur le marché du B2B. Moi, je pense que sur le marché du B2B en SaaS, ce qui va faire la différence, c'est la partie tooling, parce que Ouais. les clients, en fait, bon, bah, nous confient finalement leur on-premise qui passe vers le SaaS. Et on s'aperçoit que par rapport à la spécificité qu'ils avaient, bah, ils veulent retrouver finalement enfin, les mêmes flexibilités. Or, le SaaS, c'est quand même un enjeu d'industrialisation. Ça sécurise beaucoup les choses, c'est aussi ça qui est pratique pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas avec des pratiques un peu trop personnalisées, mais il faut redonner beaucoup d'outillage autour sur les tâches planifiées, j'en parlais tout à l'heure des purges, finalement faire en sorte que en sécurité, ils arrivent à distance à impacter le cycle de vie de leur logiciel, mieux les intégrer avec l'écosystème. Et donc, enfin, sur le B2B, je pense qu'il faut qu'il y ait 50% de la roadmap qui soit dédiée finalement à la roadmap SaaS, mais pas le fonctionnel, enfin pas le fonctionnel Ouais. tel qu'on l'entend, un nouveau bouton, un nouveau formulaire ou ce genre de choses, mais vraiment l'automatisation, l'opérabilité et rendre la main le plus possible pour éviter qu'ils doivent faire appel à nous pour plein d'opérations, quoi. Ok, ok, très clair. Donc redonner le pouvoir aux utilisateurs au final. C'est ça, ouais. Tous les utilisateurs, tous les personas, c'est-à-dire à la fois nos utilisateurs finaux et puis nous, les RH, les administrateurs, etc., Ok, bon bah les managers. super. Est-ce que tu voudrais remercier quelqu'un? Euh, Peut-être lâcher un dernier mot avant de finir cet épisode? Bah déjà, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Assis, donc bah, déjà, je remercie Assis parce que c'est une belle aventure et que je m'y plais bien et que je compte poursuivre encore pas mal d'années. J'ai plein d'idées encore sur le feu et peut-être j'aimerais bien déjà finir toutes les pratiques que je mets dans le bouquin, d'arriver à quasiment toutes les implémenter. Euh, et non, après, bah, sur le reste, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon du SaaS au sein d'Assis. Voilà. Ok, bon bah super. Bah merci encore pour ce moment. C'était hyper intéressant et j'espère qu'on reparlera soon de vos prochaines aventures. Ça marche, super. Bah, merci beaucoup, Victor, et à bientôt. Allez, à bientôt.